Existe-t-il alors une autre forme de vie autre part dans l'univers? Tout du moins, nous pouvons trouver des planètes qui pourraient abriter la vie telle qu'on la connaît, mais impossible de dire qu'une autre forme de vie n'existe pas. Cependant, certains artistes essayent de s'imaginer la vie extraterrestre, comme Ray Bradbury dans Chroniques martiennes, ou encore James Cameron avec Avatar. Nous allons analyser ces deux œuvres, puis faire un bilan scientifique des recherches actuelles de planètes vivables. Chroniques martiennes est un livre publié en 1950 par Ray Bradbury. Il est composé de plusieurs nouvelles se passant sur Mars. L'auteur avance plusieurs idées sur la vie extraterrestre. En premier lieu, il évoque la présence de Martiens en les décrivant comme de petits hommes d'environ 1,50 m avec une peau cuivrée et des yeux dorés. Cependant, on peut affirmer de nos jours que cela n'est pas possible car actuellement, le robot Curiosity chargé de scruter et d'analyser la surface de la planète n'a toujours pas détecté la moindre trace de vie extraterrestre. De plus, la quantité d'oxygène est beaucoup plus faible sur Mars que sur Terre. Sur Mars, elle est d'environ 0,13% par rapport à 21%. Dans ces nouvelles, les hommes arrivent sur Mars en fusée. Ceci peut tout à fait arriver dans les prochaines décennies. En effet, Bas Lansdorp affirme qu'en 2023, il enverra des hommes sur Mars. Cependant, on ne connaît pas encore le moyen de les faire revenir. La NASA, quant à elle, espère s'aventurer sur cette planète plutôt aux alentours de 2030. D'autre part, il affirme qu'il peut faire très chaud le jour. Or, aucun des robots envoyés à ce jour n'a enregistré une température supérieure à 20 degrés Celsius. La température peut varier de moins 140 degrés Celsius à 20 degrés Celsius, et à très grande vitesse car la pression atmosphérique moyenne est de 0,07 fois celle de la Terre. Avatar est un film de James Cameron sorti en 2009. Bien sûr, comment ne pas s'émerveiller devant la beauté des paysages et l'exotisme de la faune et la flore. Cependant, James Cameron s'est fortement inspiré de la Terre pour créer Pandora, cette lune très ressemblante à notre planète située près d'Alpha Centauri A, à 4,22 années-lumière de notre système solaire. Pour commencer, attardons-nous sur la forêt. Nous pouvons reconnaître ici des arbres et des fougères. Sur ce plan, nous pouvons voir l'équivalent de nénuphars sur de l'eau. Étudions maintenant ce Paloducan en Asie, qui pourrait être le fruit d'un croisement entre une panthère et cet étrange dinosaure à collerette auquel on doit une belle frayeur dans Jurassic Park, le Dilophosaurus. De la même façon, nous pouvons reconnaître des daims, des chevaux, ces reptiles volants très semblables aux ptérosaures, ou encore cet animal, mi-rhinocéros, mi-requin marteau. Parlons maintenant des Na'vi. Ces êtres qui se défendent contre l'envahisseur avec des arcs et des flèches, non sans rappeler les Indiens d'Amérique. Mais ce qui est intriguant, c'est qu'ils possèdent un ADN très proche de celui des humains, puisqu'ils sont mélangeables. Et cela se remarque avec une physionomie très ressemblante, les yeux, le nez. Ce qui peut paraître également très intéressant, c'est que nous pouvons adapter ce que nous savons sur l'apparition de la vie sur Terre, sur Pandora, grâce à leur ressemblance. En effet, si nous prenons une masse de 1 pour la Terre, nous avons une masse de 0,72 pour Pandora, une gravité de 1 contre 0,8 pour Pandora, une pression identique, une densité d'atmosphère légèrement plus élevée sur Pandora, mais qui contient également du CO2 en quantité beaucoup plus importante, ce qui fait que les humains ne peuvent pas y respirer. Et les deux planètes ont un noyau liquide de fer créant un champ magnétique bipolaire, et une magnétosphère les protégeant contre les rayons solaires et cosmiques. Donc, cela montre que la vie extraterrestre imaginée selon James Cameron est ressemblante à la vie terrestre, et donc certes possible d'un point de vue biologique. Mais mathématiquement, d'un point de vue de probabilité, l'hypothèse de deux planètes identiques avec la même évolution semble aberrante.
Nous venons de voir à travers ces deux œuvres le point de vue de deux auteurs qui reflètent donc l'opinion de la majorité de la population. Nous allons donc nous intéresser aux recherches scientifiques de formes de vie extraterrestres. Pour cela, il nous faut d'abord définir la vie. Car qu'est-ce que la vie? Selon Francisco Valera et Humberto Maturana, deux biologistes chiliens, une entité est vivante si elle peut se reproduire elle-même, si elle est basée sur l'eau, si elle produit des lipides et des protéines, si son métabolisme est basé sur le carbone, si elle se réplique grâce à des acides nucléiques et si elle possède un système permettant de lire des protéines. Cette définition est clairement basée sur notre modèle terrestre et comme le dit Christopher McKay, chercheur à la NASA, sur Terre, nous ne disposons que d'un exemple de vie. Tous les êtres vivants sur notre planète partagent une même biochimie, une même histoire génétique et descendent d'un ancêtre commun. La démonstration de la parenté de tous les modèles de vie terrestre est un magnifique résultat scientifique, mais il est probable qu'elle masque la nature universelle du vivant, considérée d'une manière encore plus générale. Ainsi, l'univers grouillerait de vie qu'on ne définirait pas comme tel. La NASA s'en tient à un organisme basé sur l'eau, délimité sur un plan spatial par une membrane de sa propre fabrication, et capable de se reproduire et d'échanger avec son environnement. Cependant, l'univers est vaste. Alors comment savoir si une planète est capable d'accueillir la vie sans envoyer un Curiosity sur chacune d'elles? On parle alors de zone habitable. C'est la zone d'orbite d'un astre de type planète tellurique autour d'une étoile type Soleil, qui permettrait de maintenir de l'eau liquide à la surface. Sur ce schéma, nous pouvons voir la zone habitable en fonction de la distance entre une planète X et une étoile Y par rapport à la taille de cette étoile, ici il s'agit du système solaire. Nous pouvons voir que Mercure est situé au-delà de la limite de rotation synchrone, ce qui signifie que c'est toujours la même phase de la planète qui est exposée au Soleil, et donc cela a pour conséquence des écarts de température trop importants. De plus, Mars se situe quasiment dans la zone habitable. Pourtant, nous savons qu'il n'y a pas de vie. Il faut donc prendre en compte d'autres facteurs. Ici, nous étudions l'état de l'eau en fonction de la température et de la pression atmosphérique. Or, nous savons que la température sur Mars varie de moins 140 degrés à 20 degrés Celsius. Nous obtenons donc une moyenne d'environ moins 60 degrés Celsius. Il est donc impossible d'avoir de l'eau liquide à la surface. Il nous faut aussi aborder la notion de limite intérieure. C'est la distance la plus petite entre la planète et l'étoile pour laquelle la présence de l'eau liquide est possible. Cependant, les avis sont variables. Jim Casting, un géoscientifique, affirme qu'avec une atmosphère type Terre à 0,84 unités astronomiques de l'étoile, la vaporisation de l'eau serait totale, du fait d'un effet d'emballement. C'est ce qui pourrait être le cas pour Vénus, mais l'atmosphère de celle-ci est beaucoup plus dense. D'autres vont jusqu'à 0,5 unités astronomiques, car une épaisse couche de nuages recouvrerait la planète et renverrait alors 80% des rayons incidents venant de l'étoile. De la même façon, la limite extérieure est la distance la plus grande entre la planète et l'étoile pour laquelle la présence de l'eau liquide est possible. Une première théorie fut avancée en 1960, selon laquelle une augmentation de 1 ou 2% de la distance Terre-Soleil provoquerait la disparition de l'eau liquide en raison de l'effet d'emballement. Cependant, nous savons que les flux solaires ont varié de 25% au cours du temps, et l'eau liquide est toujours restée présente. Cela est dû au fait que le cycle du dioxyde de carbone et celui de l'eau sont liés. Donc, nous avons vu que différents facteurs et effets peuvent influer sur la présence de vie sur une planète. Aujourd'hui, la recherche de planètes pouvant héberger la vie se limite à la zone habitable et aux limites intérieures et extérieures.
Régulièrement, des articles scientifiques nous annoncent la découverte d'une planète pouvant accueillir la vie, comme en décembre 2012, dans le système Alpha Centauri B. Cependant, il faut compter environ 2 milliards d'années pour qu'une forme de vie puisse se développer au point de pouvoir penser et donc communiquer.